Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Histoire en série où j'ai la chance de recevoir à nouveau et avec un très grand plaisir Justine Breton. Bonjour Justine. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Alors Justine, je vous représente pour celles et ceux qui auraient loupé vos nombreuses interventions dans Histoire en série et notamment lors du dernier colloque qu'on a co-organisé tous les deux avec aussi Viviane Berg des Têtes imaginaires. Donc colloque justement qui va être en ligne dans les jours qui viennent dans Histoire en série. Vous pourrez réécouter tranquillement les passionnantes interventions autour de ce sujet-là de fantasy qu'on a fait début février. Voilà, donc on avait co-organisé ça ensemble avec Justine, et puis vous aviez présenté de nombreuses séries, dont le numéro 1, avec votre collègue et ami Florian Besson sur Game of Thrones, mais pas que ça, on a parlé de nombreuses séries de fantasy, et on va continuer parce que vous avez notamment présenté The Witcher. Alors là, on ne va pas aujourd'hui parler, ou peut-être très peu, d'Henry Cavill, mais on va présenter le préquel, c'est la série qui a donc les origines du Witcher qui est sortie il y a quelques mois sur Netflix. Alors peut-être, Justine, pour commencer, dites-nous qu'est-ce que c'est The Witcher Blue d'origine, de quoi ça parle, et peut-être, alors on en parlera peut-être un peu plus tard, le lien avec la série originale. Oui, alors effectivement, on n'a pas de Henry Cavill dans cette version, ce qui est bien dommage parce qu'après tout, il mériterait d'être dans toutes les versions de The Witcher. Mais là, avec The Witcher Blood Origin, donc The Witcher, l'héritage du sang, dans la version traduite en français, c'est une mini-série dérivée de The Witcher. C'est une mini-série, donc ça veut dire un programme volontairement court, en l'occurrence qui est constitué de 4 épisodes, et le but est de faire simplement 4 épisodes. Il n'y a pas de prolongement dans une deuxième saison qui serait prévue. Ça a été créé par Declan de Barra et Lauren Schmidt-Rich, à qui on doit déjà la première série The Witcher, proposée par Netflix depuis 2019. Là, The Witcher Blood Origin, c'est une donc mini-série dérivée, préquelle, on aura l'occasion d'en reparler, qui a été diffusée sur Netflix. Donc ça veut dire toute la saison, les 4 épisodes ont été mis en même temps sur Netflix fin décembre 2022, en cadeau de Noël pour l'année 2022. Et ça fait partie de ce que Netflix est en train de construire, une forme de Witcherverse, si on peut dire, puisque Netflix a véritablement un projet d'étendre l'univers The Witcher. On voit en fait que The Witcher Blood Origin, c'est une étape supplémentaire dans cette construction, puisque de la part de Netflix seulement, parce que Netflix est en fait un des jalons dans l'extension d'un univers développé par l'auteur polonais Andrzej Sapkowski autour de The Witcher, ou Le Sorceleur en version française. Mais Netflix, ayant acheté les droits, a non seulement choisi d'adapter les textes The Witcher, mais construit donc tout un univers autour. On avait déjà un film d'animation, un animé, un style japonais, qui s'appelle Le Cauchemar du loup, qui avait été diffusé et qui retraçait une partie de la jeunesse d'un sorceleur qui s'appelle Vesemir, qui est une forme de père adoptif du héros de The Witcher, qui est Geralt. Là, on a cette mini-série The Witcher Blood Origin, ou l'héritage du sang, qui se passe de façon beaucoup plus lointaine dans le passé, retraçant l'origine de l'univers en fait de The Witcher. Mais on a d'autres projets mis en avant par Netflix. Alors, on a plus ou moins d'informations pour le moment, mais on sait que globalement, ils ont prévu des projets comme ça, soit de films, soit de mini-séries, entre chaque saison de la série The Witcher. Donc globalement, entre la saison 1 et la saison 2, on a eu l'animé Le Cauchemar du loup. Entre la saison 2 et la saison 3, on a la mini-série The Witcher Blood Origin.
On a un autre projet de mini-série qui est en préparation sur les personnages des rats, qui est un groupe de jeunes criminels, globalement, hein, que rejoint Ciri dans ses pérégrinations. Ciri étant un autre personnage de la saga The Witcher. Voilà, et donc on a d'autres projets de films animés, peut-être même un film animé pour enfants. The Witcher, c'est quelque chose qui a du potentiel et qui est en train, en tout cas, d'être exploité au maximum par Netflix. Donc, Justine Breton, vous avez dit cette série qu'elle était un préquel donc de 4 épisodes par Netflix qui veut créer tout un univers autour de The Witcher. Mais moi, j'aurais aimé savoir, est-ce que finalement, si on n'a pas vu les 2 saisons avec Henry Cavill, est-ce qu'on peut regarder Blue d'origine? Alors, on peut toujours, hein, parce que voilà, on est dans des pays libres et on fait ce qu'on veut, mais honnêtement, si on ne connaît pas l'univers The Witcher, si on ne connaît pas la série de Netflix, c'est pas que c'est pas possible, c'est que ça aura pas beaucoup d'intérêt, plus exactement. Parce que la série Blood Origin, enfin la mini-série Blood Origin, va présenter alors les origines justement de la saga. Ça reprend pas véritablement les mêmes personnages, même si on a un personnage de la série The Witcher qui est Jaskier, qui va apparaître ponctuellement en ouverture et en conclusion, hein, globalement, de The Witcher Blood Origin, pour faire une forme de transition justement avec la série The Witcher, en présentant à la fois ce qui se passe avant et en préparant la suite. Euh, mais ça, à la limite, c'est pas un élément. Si on ne connaît pas l'univers, on peut quand même suivre. En revanche, toute la construction, toute la narration proposée dans The Witcher Blood Origin vise à expliciter ce qui se passe actuellement dans la série The Witcher, ce qui a été mis en scène actuellement dans les 2 premières saisons, et surtout à préparer la suite. Ce qui fait que si on n'a pas tout cet environnement narratif autour, la série The Witcher Blood Origin en fait, t'as pas tellement d'intérêt en elle-même. L'histoire qui est racontée est intéressante, hein. C'est une histoire de lutte sociale et de revendication d'un peuple pour sa liberté. Donc ça, c'est toujours des enjeux pertinents. Mais ce sont des luttes sociales ancrées dans un univers de fantasy avec des créatures elfiques, enfin des elfes, hein, avec aussi l'arrivée de tout un monde de monstres qui vont pénétrer dans l'univers de The Witcher. Donc, ce qui fait que si on n'est pas déjà familiarisé avec cet univers, la série en elle-même manque un petit peu de panache, dirons-nous. Alors effectivement, hein, cette série, on y voit beaucoup de petits clins d'œil, on va dire, ne serait-ce que le tout début. Vous avez parlé de Jasquier, effectivement, hein, qui va chanter cette balade-là. Et on voit beaucoup de choses. Jasquier, personnage secondaire, qui devient quand même un personnage majeur de la série The Witcher, hein, aussi. Et là, le clin d'œil, je pense, était assez sympa de la part des scénaristes parce que on voit ces choses-là qui sont bien. Alors, moi, j'aurais aimé savoir justement, Justine, par rapport à ça, par rapport à cette série-là, par rapport justement à l'univers du Witcher, comment les scénaristes ont fait pour se raccrocher à l'histoire vous l'avez dit, hein, vous avez parlé de tous ces sorceleurs qu'il y a autour d'Henri Cavill, il n'y a pas que lui, hein, de Gérald, donc dans la série, il n'y a pas que lui, mais comment est-ce ils se sont accrochés à cette histoire-là, parce qu'on voit bien que ça se passe très très longtemps auparavant, hein. Je veux pas parodier du Star Wars, mais il y a longtemps dans une galaxie lointaine, mais on n'est pas loin. C'est un petit peu ça, hein, tout à fait. C'est donc ce qu'on appelle une mini-série préquelle, hein, ou préquel, c'est-à-dire qui se passe avant. Donc on a un récit qui est déjà construit, qui est le récit de The Witcher, et là on va nous présenter une forme d'origine, de généalogie ou d'ancêtre, si vous voulez, de cet univers. Blood Origin, ça se situe à peu près 1200 ans avant The Witcher. Alors, dans l'univers de The Witcher, on a des personnages qui ont une longévité exceptionnelle. C'est le cas pour les magiciens et les magiciennes qui ont la possibilité de figer leur apparence, hein. Il y a eu tout un épisode de Histoire en série sur les questions de vieillesse dans The Witcher. Donc, je vous invite fortement à aller écouter ça parce que c'était très bien expliqué. Mais donc, on pourrait avoir des magiciens qui vivent très longtemps. On a aussi les personnages de sorceleurs qui ont une longévité accrue qui leur permet de vieillir très lentement
pour pouvoir mener à bien leur mission. Mais là, malgré tout, 1200 ans avant, c'est un espace temporel trop large pour qu'on puisse avoir vraiment une filiation directe entre les personnages de The Witcher et les personnages mis en scène dans Blood Origin. Le but, c'est vraiment de faire, comme le nom l'indique déjà, de Blood Origin, un récit des origines, puisqu'on va avoir différents points de naissance, en fait, de cet univers. On a d'abord, et c'est le gros principe de la mini-série Blood Origin, on va avoir l'origine du tout premier sorceleur. Les sorceleurs, ce sont des êtres, alors des êtres humains ou pas, d'ailleurs, ça on pourrait éventuellement en reparler, mais ce sont en tout cas des êtres qui sont modifiés par un système de modification génétique, par un système de plantes et d'épreuves, de plantes à absorber et d'épreuves à passer pour en faire des mutants. Et ces mutants ont pour fonction dans l'univers de The Witcher de éradiquer les monstres et d'autres créatures qui peuvent poser problème. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'univers créé par Sapkowski, on nous dit que lorsque les monstres et les créatures sont arrivés sur ce qu'on appelle le continent, le monde de The Witcher, on a créé les sorceleurs pour venir à bout de ces monstres. Donc, c'est vraiment une création pour éradiquer une menace. Dans la mini-série Blood Origin, on a une petite nuance qui est apportée, puisqu'on voit que le premier sorceleur est créé avant même l'arrivée des monstres qui va être provoquée par ce qu'on appelle la conjonction des sphères. Il y a des planètes qui se rentrent dedans. Et cette rencontre de planètes va créer des mouvements en fait, de population et faire arriver les premiers monstres et aussi les premiers humains, c'est pas anodin, sur un monde qui jusqu'ici était peuplé principalement d'elfes. Donc, Blood Origin va décrire en fait la création du tout premier sorceleur à travers le personnage de Fial, avant même que les monstres arrivent pour faire face à une autre menace. Alors, je ne vais pas trop dévoiler non plus l'intrigue des 4 épisodes de Blood Origin, mais on a une menace magique qui apparaît et qui va entraîner la création de ce premier sorceleur, parce qu'on se rend compte que pour faire face à un monstre, il faut être soi-même un monstre, globalement. C'est un petit peu une réflexion qui est transversale tout au long de The Witcher. Donc on a le récit des origines avec cette création du premier sorceleur qui aboutit dans l'épisode 4 de Blood Origin. On a aussi l'origine de l'Empire des Elfes avant l'arrivée des êtres humains donc, et des monstres. Dans la série originelle The Witcher, on voit que on a tout un nombre de tensions autour des elfes qui sont maltraités et avec des tentatives de rébellion plus ou moins efficaces de la part de certains groupes opprimés, justement. Et là, on nous présente l'origine de tout ça, ce qui se passait avant l'arrivée des êtres humains et donc avant l'asservissement des elfes par les humains, pour nous montrer comment était cet empire elfe avant les monstres. Et on se rend compte que, certes, il n'y avait pas de monstres, il n'y avait pas d'humains, mais il y avait déjà des problèmes entre les elfes, avec déjà des nains et d'autres, ce qu'on appelle les créatures anciennes, en fait, les êtres anciens qui étaient sur le continent. On avait déjà des questions d'oppression, on avait déjà des injustices énormes, notamment chez les elfes entre eux. Et Blood Origin va décrire justement cette apogée de l'empire elfe et le début de la fin, en réalité. Ce qui permet de voir que le déclin des elfes n'est pas seulement dû à l'arrivée des monstres et des êtres humains, mais qu'il y avait déjà quelque chose de pourri au royaume des elfes, globalement, avant la conjonction des sphères. Récit des origines également, avec justement cette étape cataclysmique que dans l'univers de The Witcher, on appelle la conjonction des sphères. C'est, donc, je le disais brièvement, la rencontre de planètes qui sont entrées en collision et qui ont fait se rencontrer des êtres issus de mondes, issus de planètes en fait, différentes. Mais Blood Origin, en 4 petits épisodes, arrive à aller encore plus loin dans le récit des origines, et c'est peut-être, je pense, aussi un défaut de la série, d'avoir voulu en faire beaucoup en très peu de temps d'écran.
puisqu'ils vont aussi mettre en scène, alors là je spoil un petit peu, donc si vous n'avez pas vu la série, c'est le moment de déconnecter ou de vous boucher les oreilles, mais ils présentent aussi l'origine d'un personnage a priori secondaire, qui est le personnage de Jasquier. Parce qu'on se rend compte que non seulement dans Blood Origin, on a la mise en scène d'un personnage de barde, le personnage de Hayley, qui est une espèce d'ancêtre spirituel, parce que c'est une des premières bardes extrêmement célèbre et avec un pouvoir social en plus. Mais on se rend compte à la fin de l'épisode qu'en plus d'être un ancêtre un peu spirituel, c'est un ancêtre concret, de façon généalogique, du barde de Jasquier. On comprend ainsi que Jasquier descend à la fois d'une célèbre barde et du tout premier sorceleur, c'est-à-dire donc d'une famille elfe. Ce qui en fait un personnage extrêmement important. Et disait Nicolas tout à l'heure que justement, Jasquier est à l'origine un personnage secondaire et que Netflix est en train d'en faire un personnage beaucoup plus important. Et c'est totalement vrai, et ça se voit déjà dans la série The Witcher. Le fait qu'on ait ici l'origine de ce personnage a priori secondaire, c'est jamais anodin, parce que ça relie Jasquier à la branche des sorceleurs, ça relie aussi Jasquier à tout un univers artistique, puisque c'est déjà un barde reconnu avec un certain talent dans l'univers de The Witcher. Mais en plus, ça fait aussi de lui l'héritier réel et l'héritier spirituel de toute une lutte sociale. Ça, c'est un élément qui est très peu mis en scène, très peu décrit dans les romans d'Andrzej Sapkowski et qui est vraiment développé par Netflix. C'est l'idée que Jasquier, par son rôle d'artiste, va être un acteur de mouvements sociaux et un acteur de la révolte des elfes pour pouvoir essayer de préserver ce qu'il reste de la civilisation elfe opprimée par les êtres humains. Donc c'est une façon aussi de valoriser le personnage de Jasquier en décrivant sa filiation réelle et spirituelle. Le titre de la série, de la mini-série Blood Origin, donc l'héritage du sang en version française, annonce déjà un petit peu tous ces enjeux qui sont présentés, parce que l'héritage du sang, ça va nous décrire à la fois l'origine de la guerre, de la confrontation qui oppose les humains et les elfes, et donc l'origine de ce sang répandu. L'héritage du sang, c'est aussi ce sang né du conflit entre les humains et les elfes qu'on voit dans la série The Witcher. L'héritage du sang, c'est aussi ce sang généalogique, cette famille de Jasquier qu'on retrace ici, et donc on remonte à 1200 ans, ce qui est quand même assez énorme pour un arbre généalogique. Et enfin, l'héritage du sang, c'est un héritage plus symbolique, avec l'origine de la famille des sorceleurs, si on peut dire, puisque le principe des sorceleurs, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants, mais que globalement, ils prennent des jeunes garçons, soit orphelins, soit qu'on leur offre, globalement, avec tout un système de dons et de surprises. Mais c'est-à-dire que ce sont des enfants a priori seuls, que par un système de mutation et de torture, soyons honnêtes, vont être transformés en sorceleurs et vont donc se créer une nouvelle famille sur un mode militaire. Mais voilà, et qui vont faire que les sorceleurs s'appellent frères entre eux, avec le personnage de Vézémir qui joue un rôle un peu paternel vis-à-vis des plus jeunes sorceleurs. Donc on a une façon de recréer une famille, et la mini-série L'héritage du sang va aussi avoir pour fonction de montrer l'origine de cette famille, puisque on a le tout premier sorceleur et sa création. Dernier élément sur la façon dont cette mini-série s'inscrit dans l'histoire développée par The Witcher. La mini-série fait apparaître une toute jeune fille dans une auberge, une toute jeune fille blonde qui s'appelle Etheline. Etheline qui donc apparaît ici sous les traits d'une enfant, et une enfant qui fait des crises, des genres de crises prophétiques en fait. Et c'est un personnage qui peut paraître très secondaire, mais quand on connaît un petit peu l'univers de The Witcher par les romans de Sapkowski ou éventuellement par les jeux développés par CD Projekt Red, on se rend compte que Etheline est un personnage capital de tout cet univers. Même si ici on ne la voit que sous justement ses traits d'enfant, Etheline va être le personnage qui énonce des prophéties, et notamment une prophétie
qui est centrale dans le parcours des protagonistes dans The Witcher, qui est la prophétie annonçant le rôle de Ciri. Voilà, dans l'ensemble de son parcours. Là, on est sur une forme très traditionnelle de récit de fantasy, avec une prophétie qui annonce à la fois la fin du monde et son renouveau, et une prophétie qui annonce le rôle d'un élu, ou en l'occurrence une élue, puisque ça va être le rôle joué par Ciri. Ciri, princesse de Cintra, exilée, encore une fois, un motif très fréquent en fantasy, recueillie par le sorceleur Geralt et par la magicienne Yennefer, qui vont jouer des rôles de parents d'adoption pour cette jeune fille. L'histoire du sorceleur est vraiment centrée sur cette famille recomposée et ces personnages au destin absolument fabuleux. Et Ciri joue un rôle capital dans la narration et dans le monde mis en scène parce que justement, elle est l'élue annoncée par la prophétie d'Islinn. Ça veut dire qu'au moment où on est dans l'intrigue de The Witcher, euh, de nombreux personnages sont régis, et leurs actions sont régies par une prophétie qui date de globalement 1200 ans, énoncée par Islinn, une elfe, une célèbre elfe, qui a annoncé la fin du monde, éventuellement son renouveau, puisqu'on a plusieurs versions d'une prophétie, et donc annonçant quelqu'un qui provoquera cette disparition du monde et son renouveau. Alors, ce personnage, ça va être Ciri, plus ou moins, je ne spoile pas trop. On a beaucoup de complications, mais Ciri est la clé de cette prophétie. Et ça, c'est pas annoncé encore directement dans la série, mais on voit donc apparaître dans The Witcher Blood Origin ce personnage d'Islinn qui est la première à énoncer la prophétie centrale qui va faire que la vie de Ciri va pas toujours être très simple dans la suite de la série The Witcher, je vous l'avoue. Alors effectivement, on voit tous ces liens qu'il y a et j'aurais aimé maintenant voir avec vous parce que non seulement par rapport à la narration, mais par rapport au temps de la narration et au temps en particulier tel qu'il est présenté dans The Witcher Blood Origin. On a bien compris qu'on se situe avant, on a reparlé de la question du préquel, mais justement, peut-être resituez-nous les deux histoires pour essayer de voir finalement comment va se faire cette filiation, et vous l'avez dit, cette filiation qui se fait par la magie et par la durée de certains personnages. C'est ça, en fait, dans The Witcher Blood Origin, pardon, euh, on va avoir tout un jeu sur les temporalités qui reprend en fait déjà ce que la série The Witcher, dans sa première saison, avait tenté de proposer, alors avec plus ou moins de succès. Euh, Blood Origin, ça va être en fait un récit des origines, donc un récit du passé, qui sert à éclairer le présent de l'intrigue de The Witcher. Dans The Witcher Blood Origin, en fait, on a trois temporalités qui apparaissent successivement et donc qui rappellent ce qu'on avait dans la première saison de The Witcher, où on avait des personnages j'en avais parlé un petit peu dans un article qui était paru dans la revue Saison et qu'on mettra donc dans la bibliographie, mais on avait déjà des jeux de temporalité mêlés, euh, ce qui se passait parfois à plusieurs dizaines ou centaines d'années d'écart, et ce qui compliquait énormément la compréhension d'un spectateur qui ne connaîtrait pas ou très peu l'univers de The Witcher. Parce qu'on se retrouvait avec une juxtaposition d'événements censés s'être déroulés dans des chronologies très très distinctes. Là, c'est présenté de façon différente dans Blood Origin, de façon plus fluide aussi et de façon à mieux guider, je pense, le spectateur. Notamment aussi parce qu'encore une fois, on n'est que sur 4 épisodes. Donc sur 4 épisodes, c'est nécessaire de pouvoir accompagner quand même le spectateur d'un bout à l'autre, si possible, sans risquer qu'il décroche en route. On a donc 3 temporalités dans Blood Origin. On a le passé, d'abord, puisqu'on est donc 1200 ans avant, c'est un récit des origines, et on va avoir donc une intrigue propre à cette mini-série qui se déroule entièrement dans le passé, avec ses enjeux politiques, la question de la fin de l'Empire elfe, ou en tout cas une première fin de l'Empire elfe, avec déjà une partie du peuple elfe qui est opprimée par d'autres elfes riches, les 1% de la population elfe, et donc qui vont tenter de
se rebeller ou en tout cas de se faire entendre, parce que c'est une réflexion qui est très prégnante dans l'univers de The Witcher, comment on se fait entendre en tant que être individuel, mais aussi et surtout en tant que peuple. Et ça, c'est un élément qui apparaît donc dans cette intrigue propre avec ses enjeux politiques, des enjeux magiques, puisqu'on a un personnage notamment donc de méchant qui va essayer d'utiliser la magie à des fins personnelles pour gagner en pouvoir, pour gagner en reconnaissance. Encore une fois, dans une question de lutte sociale extrêmement prégnante, parce que c'est un personnage issu d'un milieu beaucoup plus humble et qui reste très marqué par cette origine et qui va rechercher en fait une forme de vengeance grâce à la magie. Et on a enfin des enjeux personnels dans le parcours de différents personnages qui s'unissent pour défendre à la fois leur groupe, leur clan, leur peuple, mais aussi pour défendre leurs propres relations personnelles. On a de très belles histoires d'amour qui sont esquissées dans Blood Origin, esquissées seulement parce qu'en 4 épisodes, avec beaucoup de personnages, c'est compliqué d'approfondir davantage. Mais on a bien sûr l'histoire centrale entre le personnage de la barde Hayley et le personnage du guerrier Fjall, qui va être donc le premier sorceleur. Voilà, cet amour naissant qui va avoir donc une postérité importante avec le personnage de Jaskier des centaines d'années après. Mais on a aussi d'autres histoires beaucoup plus personnelles, parfois beaucoup plus esquissées. Je pense notamment à la relation amoureuse du personnage de Meldov, qui est la naine qui combat avec un espèce d'énorme marteau à qui elle parle. Et on a toute l'explication de pourquoi elle s'adresse à ce marteau de guerre et comment sa vie a été affectée par des tensions sociales aussi et des tensions politiques extrêmement prégnantes. Donc on a une façon de faire interagir les enjeux politiques, les enjeux sociaux, les enjeux magiques et les enjeux personnels pour créer un récit vraiment propre à cette mini-série développée en 4 épisodes. Ça, c'est ce qu'on a dans la temporalité passée. Mais on a aussi des éléments de présent. Le présent que je vais qualifier ici, c'est le présent en fait de la série The Witcher. La série qui a été la première à être mise en scène sur Netflix, donc le cadre de base, si vous voulez, de la narration, où on voit le parcours de Geralt, de sa fille adoptive Ciri, de Jaskier, de Yennefer, voilà, tous ces personnages-là, on va considérer que c'est le présent de la narration. Et Blood Origin va faire des parallèles avec ce présent. On voit en fait que le tout début et la toute fin de la mini-série Blood Origin se situent en même temps que The Witcher, puisqu'on voit apparaître le personnage de Jaskier. Donc on a au tout début Jaskier qui apparaît, qui est prisonnier et qui va être sauvé par les Scoia'tael qui sont des rebelles elfes. Donc on nous remet dans ce cadre politique et social de The Witcher et c'est le personnage de Jaskier qui va faire la transition. Blood Origin, ça va en fait être une parenthèse dans ce temps présent de The Witcher pour expliquer, pour approfondir toutes ces tensions entre les elfes et les humains et la nécessité, selon Jaskier et selon les créateurs de la série, la nécessité de défendre aussi cette population elfe. Donc ça, c'est le temps du présent qui donc apparaît sur les marges de Blood Origin au tout début et à la toute fin avec ce personnage de Jaskier qui fait la transition. Et enfin, on a aussi une troisième temporalité puisque Blood Origin va permettre d'annoncer le futur de The Witcher. On le voit notamment avec un personnage qui est une forme de figure divine, de figure atemporelle, qui est le personnage de Senchai qui apparaît sous différentes apparences, différents physiques, au début et à la fin de la série, faisant ce cadre justement avec Jaskier, puisque c'est ce personnage qui confie à Jaskier le rôle d'écrire le passé des elfes au moment de la conjonction des sphères et au moment de cette façon de péricliter qu'a l'Empire des elfes dans le passé il y a 1200 ans. Senchai va raconter tout cet épisode, toute cette parenthèse qu'on voit à Jaskier afin qu'il puisse mettre cela par écrit et qu'il puisse jouer son rôle de barde, à la fois son rôle artistique et son rôle politique et social, en faisant entendre cette histoire pour aider à l'avenir la cause des elfes.
Donc on a une façon d'utiliser le récit du passé des personnages pour nourrir une lutte qui est encore à venir et qui est en train de s'amorcer en fait dans The Witcher. Par ailleurs, et là, celles et ceux qui ont lu les romans et les nouvelles de Sapkowski l'auront peut-être repéré, mais la série Blood Origin fait apparaître des personnages qui ont un rôle majeur donc, dans la narration. J'ai évoqué le personnage d'Ethelyn, qui est donc une figure majeure du passé, mais on a aussi d'autres personnages qui vont avoir un rôle clé dans la suite et donc qui apparaissent ici dans leur jeunesse. Hein. C'est le principe des elfes, ils ont une longévité absolument fabuleuse. Ça va être le cas du personnage d'Avalak, une forme d'érudit qui apparaît à la cour des elfes et qui paraît très anodin comme ça, mais qui a un rôle clé à jouer dans la suite. Et aussi et surtout le personnage d'Eredin, Eredin, qui est donc aussi un elfe. Et alors, encore une fois, je ne vais pas trop dévoiler, mais faites attention à lui, puisque Eredin, c'est un personnage que l'on reverra clairement dans la suite, donc non pas dans une suite de Blood Origin, puisqu'il n'y en aura pas, mais dans une suite de The Witcher, parce que c'est un personnage qui, suite à la conjonction des sphères, suite à des manigances à la fois magiques et politiques, va se retrouver à jouer un rôle central dans le parcours des héros et notamment dans le parcours de Ciri. Voilà, je lance des pistes hein, sans vouloir trop divulgacher la suite, mais on voit que la série Blood Origin en fait joue un rôle de ce qu'on pourrait appeler de connective tissue. Hein, c'est une expression de Stuart Heritage à propos de la série Obi-Wan dans Star Wars, mais il montre que le rôle de enfin, il montre que la série Obi-Wan, mais on peut appliquer ça à Blood Origin. Le rôle de cette mini-série, c'est de connecter, hein, de mettre en lien différents éléments de la narration pour approfondir des éléments, pour donner du sens à certains éléments de contexte et, soyons honnêtes, pour aussi approfondir des éléments de fanservice, c'est-à-dire en puisant dans des éléments qui vont plaire au public. Dans le cas de The Witcher Blood Origin, c'est une façon d'amplifier le personnage de Jasquier, qui est un favori voilà, des fans. C'est un personnage grandiloquent déjà dans les romans, aussi dans les jeux vidéo, et la série va conserver une partie de ce rôle grandiloquent, mais en lui donnant aussi un rôle politique et social beaucoup plus important. Donc voilà, c'est une façon d'approfondir aussi ce personnage. Très globalement, on est donc sur une série du passé qui éclaire le présent et qui sert à construire le futur. Hein. On retrouve la façon de jouer avec les temporalités qui semble être une caractéristique de ce Witcherverse. Mais notons malgré tout que la série a assez peu d'intérêt si on ne connaît pas la série originelle The Witcher. Et même a assez peu d'intérêt pour le moment si on ne connaît pas bien l'œuvre de Sapkowski ou dans une moindre mesure les jeux vidéo de CD Projekt Red, parce que l'histoire qui est racontée, c'est une lutte sociale avec des éléments politiques, magiques, amoureux, toujours intéressants, toujours divertissants, mais qui ont peu d'impact en eux-mêmes si on ne les replace pas dans le contexte beaucoup plus large de cet univers de The Witcher, avec à la fois tout ce qui a déjà été mis en scène dans les premières saisons de la série The Witcher, et surtout, parce que c'est bien le but hein, de Blood Origin, et surtout de ce que cet univers va construire pour la suite. Donc voilà, Blood Origin, c'est un maillon dans la chaîne de The Witcher développée par Netflix. Un beau maillon, je dois avouer, hein, il y a quand même des belles choses, des beaux éléments de décor. Toujours des créatures un petit peu moyennes au niveau du visuel. Hein. Ça, c'est un défaut de la série The Witcher qu'on avait déjà, de l'univers de The Witcher de Netflix, qu'on avait déjà dans la première série The Witcher. Ça s'améliore, je vous rassure. Donc, continuez à vous accrocher si vous aimez cet univers. Mais on a aussi, donc, outre des très beaux décors, on a d'excellents comédiens et une façon d'utiliser des codes qui marchaient déjà hein, dans The Witcher, notamment des chansons assez bien écrites, des chansons qui restent en tête et qui permettent de continuer à étendre cet univers en attendant une nouvelle saison de The Witcher, qui, je l'espère, arrivera bientôt. Alors justement, Justine Breton, vous venez d'évoquer la saison 3 hein, de la série originelle The Witcher, donc toujours avec Henry Cavill normalement hein, pour cette saison-là. Hein, ça va peut-être
pas être le cas pour la suite. Est-ce que justement vous pourriez, pour les auditeurs, vous qui êtes une spécialiste, Justine, peut-être nous évoquer vers où va aller la narration, puis vers où va aller la série justement dans là ou les saisons à venir? Oui, alors effectivement, la troisième saison est prévue pour l'été, logiquement, hein, de l'année 2023, qui sera a priori effectivement la dernière saison avec Henry Cavill dans le rôle de Geralt, donc le rôle titre. Euh, alors, pour plein de raisons, on a ce changement. Une rumeur veut que l'acteur ait quitté le projet parce que la série de The Netflix s'éloignait trop des œuvres créées par Sapkowski. Alors, c'est une rumeur, donc j'ai aucune certitude hein, sur le fondement de cet élément. Après, de ce qu'on sait, c'est une possibilité, puisqu'on sait que Cavill maîtrise très bien l'œuvre de Sapkowski. Après, on sait aussi hein, que Sapkowski lui-même travaille avec l'équipe de Netflix après des premières relations un petit peu éloignées. Ils se sont énormément rapprochés, et ce qui fait qu'il est impliqué hein, dans la suite des projets et dans énormément de choses qui sont développées autour de The Witcher. Donc, on peut considérer que si l'auteur a son mot à dire dans l'univers, ça sera malgré tout assez respectueux de ce qu'il a voulu créer. Mais ce qu'on peut attendre de la suite, en tout cas, pour ce qu'on sait et ce qu'on peut dévoiler pour le moment, on sait que la suite de The Witcher va continuer à retracer le parcours de 4 personnages principaux, euh, qui sont donc Geralt, le fameux sorceleur, donc d'abord sous les traits d'Henry Cavill, puis sous les traits d'un autre acteur, donc visiblement Liam Hemsworth, qui reprendra le rôle par la suite à partir de la saison 4. Autre personnage, celui de Ciri, qui est selon moi l'héroïne hein, en fait de l'univers du sorceleur créé par Sapkowski, parce qu'elle a ce rôle d'élu, mais aussi parce que c'est un personnage qui a une richesse dans son développement, à la fois dans son développement personnel, émotionnel, et dans le rôle politique et magique qu'elle peut jouer. Donc c'est un personnage qui va continuer à être développé à la fois dans la série The Witcher et donc dans d'autres projets comme la série, alors apparemment pour l'instant intitulée Riff Raff, sur les rats, ce groupe de jeunes criminels qu'elle rejoint. Encore une série qui risque d'être pas spécialement destinée à la jeunesse, mais avec, je pense, beaucoup de violence. Donc, ce sera à suivre. Et les deux autres personnages de ce quatuor étant Yennefer, hein, la magicienne, qui a une relation amoureuse un peu compliquée, on va dire, avec Geralt, et qui aussi développe une relation maternelle avec Ciri. La série, pour l'instant, a commencé à poser les bribes hein, de cette relation. C'est quelque chose qui, a priori, va être exploité davantage par la suite, en lien avec ce que propose déjà Sapkowski. Et donc, quatrième personnage qui est finalement très secondaire chez Sapkowski, mais qui apparaît beaucoup plus dans la série de Netflix, c'est le personnage de Jaskier, dont l'évolution personnelle, pour le moment, a été un petit peu mise de côté. Hein. Ils ont simplement développé sa relation assez complexe avec Geralt, en donnant d'ailleurs hein, des tonalités qu'il n'y avait pas forcément dans le texte de Sapkowski. Mais ils vont surtout dans la série développer son rôle politique et son rôle social, puisque Jaskier est en train de devenir un défenseur de la cause des elfes, à la fois un défenseur par son art, par ce qu'il propose, et par les actions qu'il peut mener. On le voit dans la série pour l'instant servir de forme de contrebandier et de passeur, en fait, hein, pour mettre en sécurité des elfes en difficulté, donc, et opprimés, on pourrait le dire. Donc voilà, c'est une façon aussi de développer une autre facette de cet univers. Alors, je ne dévoile pas trop de choses aussi, mais c'est vrai que la série a dévoilé en fin de saison 2 un élément d'intrigue qui, chez Sapkowski, arrivait très tard. Hein, ça arrivait dans l'avant-dernier tome, qui s'appelle La Dame du Lac, sur le père de Ciri, globalement. Voilà, je ne dévoile pas trop de choses, mais voilà, c'est un élément qui a un rôle central aussi à jouer, à la fois pour le parcours personnel de Ciri vis-à-vis de sa famille et pour le rôle politique qu'elle doit jouer et que son père joue aussi dans le développement de l'intrigue.
Donc, on a tous ces enjeux qui sont en préparation pour le moment, qui vont continuer à être exploités dans la saison 3 et dans la saison 4, notamment de The Witcher, avec des intrigues parallèles donc, développées dans ces autres projets. Voilà, donc s'il y a beaucoup de choses, je précise que la série donc s'éloigne en petite partie des romans de Sapkowski, donc tout en reprenant des personnages, des éléments d'intrigue. Donc il y a la possibilité de nous surprendre quand même si vous connaissez très bien l'œuvre de Sapkowski, il y a la possibilité d'être surpris pour la suite. On verra ensuite si la surprise fonctionne ou non. Mais en tout cas, si c'est un univers qui vous plaît, je vous invite très fortement à surveiller un petit peu les productions et les publications sur cette année 2023, notamment en France, parce que c'est un anniversaire assez important des premières publications de Sapkowski en traduction française. Donc, il y a plein d'événements qui sont prévus autour de l'univers de The Witcher. On a évoqué ici beaucoup la série, mais on a aussi une nouvelle trilogie de jeux qui est prévue par CD Projekt Red. Alors ça, c'est pas pour tout de suite, mais tout ça pour dire que on a la volonté d'exploiter au maximum cet univers et étant donné ce qu'a créé Sapkowski, il y a une richesse énorme capable de créer des œuvres assez passionnantes sous différents formats pendant visiblement quelques années. Donc je pense qu'on n'est pas encore débarrassé de Geralt, de Ciri et de Jasquier et de tous les autres. Et honnêtement, je trouve que c'est plutôt bien. Oui, effectivement, c'est plutôt bien. C'est un univers qui est très sympa et qui nous fait aussi beaucoup discuter dans l'histoire en série et ailleurs. Et ça, c'est vraiment très, très sympathique parce que ça permet d'évoquer un certain nombre de thématiques. Hein, vous l'avez dit, on a fait une émission, par exemple, sur la vieillesse dans The Witcher. Donc, voilà, il y a beaucoup d'angles d'attaque autour de la fantasy et on a pu évoquer plusieurs angles d'attaque sur le colloque, justement, qu'on a co-organisé et que je vous invite à écouter dans les épisodes qui viennent aussi. Alors, Justine, hein, vous avez fourni une petite bibliographie indicative autour de The Witcher, hein, avec, sans trop spoiler, mais des nouveautés qui devraient apparaître bientôt aussi de votre part. Hein. Et puis on vous retrouve, hein, je le rappelle, pour une excellente parution. On fera bientôt d'ailleurs là-dessus un numéro autour de votre livre sur justement peut-être en parler un tout petit peu des séries médiévalistes. Dites-nous cette publication chez les excellentes presses universitaires François Rabelais, collection Serial. Effectivement, hein, c'est une super collection et je sais que dans Histoire en série, il y a déjà eu plusieurs épisodes qui parlent un petit peu de ces parutions parce elles sont toujours assez fabuleuses et j'ai beaucoup de chance d'avoir pu publier un ouvrage chez eux voilà, dans cette année. Donc, c'est un ouvrage qui s'appelle Un Moyen-Âge en clair-obscur, le médiévalisme dans les séries télé. Qui donc est paru en février 2023 et qui retrace la façon dont on représente le Moyen-Âge dans les séries depuis la fin des années 40 jusqu'en 2022, donc avec un panorama quand même assez large. Donc on trouve des séries qui viennent des États-Unis, des séries françaises, des séries, un petit peu de séries de manga aussi, quand même beaucoup de choses. On a des séries courtes, on a des séries longues, on a des mini-séries. On parle bien sûr de The Witcher, mais aussi de Game of Thrones, de Camelot, de Thierry Lafronde, voilà, de plein de séries, de Vikings, etc. De séries aussi moins connues comme Pigeons et Dragons ou de séries pour la jeunesse. Parce que mon objectif, c'était de montrer que la représentation du Moyen-Âge qu'on a dans ces séries est finalement toujours un petit peu la même, malgré l'éloignement temporel entre 1949 et 2022, malgré l'origine, malgré les différences de moyens et d'éléments techniques aussi. On retrouve souvent une vision très sombre du Moyen-Âge comme une période barbare, violente, un peu arriérée, où tout serait en nuances de gris. Et mon objectif, c'était de rappeler que, alors pourquoi déjà on a cette vision biaisée de l'époque médiévale, et surtout rappeler que le Moyen-Âge, ce n'est pas ça, et qu'on a aussi des programmes et des formes de récits qui peuvent mettre en avant à la fois une certaine originalité, une certaine, un côté très vif. Voilà, et très coloré aussi parfois dans le Moyen-Âge. Donc, si vous aimez le Moyen-Âge, si vous aimez les séries, si vous aimez la fantasy, parce que j'en parle aussi énormément, n'hésitez pas, bien entendu, à consulter ce livre donc, qui s'appelle Un Moyen-Âge en clair-obscur. Et je pense que donc on aura l'occasion d'en reparler, Nicolas.
Oui, exactement, puisque justement les excellentes collections, enfin la collection Serial et puis les presses universitaires François Rabelais surtout permettront aux auditeurs et auditrices de gagner 5 ouvrages de Justine. Donc restez connectés sur les réseaux sociaux dans les semaines qui viennent et au moment de la sortie justement du podcast, on vous fera gagner ce livre-là que moi j'ai eu la chance de lire en avant-première et qui, je le sais, est excellent. Voilà, parce que Merci. beaucoup de personnes, comme Florian, comme aussi notre ami Johan, travaillent sur les séries télé sur le Moyen-Âge. Et c'est une thématique assez intéressante, justement, parce qu'il y a aussi beaucoup vous l'avez dit, de choses à combattre sur ces idées-là, parce qu'on l'imagine toujours en noir. Et une des dernières productions de Netflix, notamment un film là-dessus qui est sorti, montre que encore en 2022, on a cette idée très, très, j'allais dire arriérée, en tout cas, qui n'est pas en accord Tout avec à la fait. recherche qui perdure. Merci Justine pour The Witcher Blue d'origine sur Netflix. Et puis on vous retrouve bientôt pour évoquer votre livre. Au revoir Justine. Avec grand plaisir. À bientôt. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel logistically. Such a beautiful planet populated by a strangely animal.